Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire paranormale, une nouvelle enquête des Warren. Et aujourd'hui, on va parler d'un cas de possession et c'est le cas de la possession de Maurice Thériault. Alors j'espère que je le dis bien. C'est un cas qui est quand même assez connu, il me semble, mais pas autant que par exemple le cas d'Annabelle, etc., etc., parce qu'il me semble pas qu'il y a eu de film ou vraiment de documentaire ou quoi assez connu sur le sujet. Donc j'ai vraiment vraiment hâte de vous raconter cette histoire. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors, qui était Maurice Thériault? C'était le fils de fermier francophone d'origine canadienne qui habitait un petit village dans le Maine aux États-Unis et son enfance avait été particulièrement douloureuse. Donc, retenez bien cette information parce que c'est un peu ça qui va guider toute sa vie et toute cette histoire. Il avait souffert dès le plus jeune âge de l'attitude tyrannique de son père qui le forçait à travailler pendant de longues heures à la ferme et qui le battait très souvent. Comme vous pouvez vous en douter, au fil des années, son père était devenu de plus en plus violent et comme il n'en pouvait plus, Maurice avait demandé naïvement aux forces de l'invisible, je mets vraiment des guillemets, de le sauver de ce calvaire, mais rien ni personne n'était venu pour le moment. Un jour, en rentrant dans la grange, il avait surpris son père en train de se livrer à l'impensable avec un animal, donc évidemment je ne vais pas dire ce qu'il était en train de faire, mais je pense que vous avez compris, et en remarquant sa présence, son père l'avait obligé à le rejoindre. Alors, rien que d'y penser, ça me glace le sang, c'est horrible. En grandissant, Maurice avait développé des talents assez particuliers. Par exemple, sa résistance était énorme, sa force extraordinaire, il avait la connaissance de choses qu'il n'avait jamais apprises. Il avait été obligé d'arrêter ses études à l'adolescence pour travailler à la ferme, mais son père avait déjoué ses projets. Donc Maurice a quitté ses parents et a fait des petits boulots pendant quelques années. Mais en 1975, un nouveau drame est venu tout bouleverser. Pour une raison obscure, son père avait tué sa mère d'une balle dans la tête avant de se suicider. Donc ça, c'était pour vous mettre dans le contexte, rien que ses antécédents sont énormes. 10 ans plus tard, en 1985, Maurice avait 51 ans et habitait dans un petit village du Massachusetts avec sa femme Nancy, sa fille qu'elle avait eue d'un précédent mariage et leurs propres enfants. À 43 ans, Nancy était une femme calme et agréable. Maurice cultivait des tomates qu'il revendait ensuite avec sa femme au bord de la route. Il avait la réputation d'être un homme doux, extrêmement gentil et il était très apprécié du voisinage, donc jusque-là, rien à signaler. Malheureusement, il avait un côté obscur et parfois son regard devenait soudainement mauvais lorsqu'il était avec sa famille. Il les menaçait, les frappait, crachait et parlait tout le temps de suicide et de meurtre. Nancy et ses enfants n'osaient pas en parler parce que Maurice les avait bien prévenus que si l'un d'eux le faisait, il les tuerait. Il savait qu'il se conduisait mal, mais il ne s'en sentait pas responsable de ses actes car il disait être habité par un esprit maléfique qui le poussait à la violence. Le 24 février 1985, il a décidé d'aller voir un médium qui lui conseilla de renoncer à toutes ses armes et de les amener au poste de police, ce que Maurice a directement fait en demandant au chef de la police de ne lui les rendre sous aucun prétexte, même s'il venait les réclamer, et il précisa que quelqu'un qui aurait son apparence pourrait venir les chercher, mais que ce ne serait pas lui. Quelques jours plus tard, Nancy a appelé le poste de police dans un état de panique extrême. Elle affirma avoir peur pour sa vie et celle de ses 3 enfants. Le chef qui avait pris son appel n'a pas eu besoin d'en entendre plus pour deviner la raison de son état, parce qu'en fait, des rumeurs avaient commencé à se répandre depuis quelque temps. Partout où Maurice allait, des phénomènes étranges se produisaient. Par exemple, dès qu'il rentrait dans un magasin ou dans un restaurant, tout le monde se dépêchait d'en sortir comme s'il avait une sorte de maladie contagieuse. Par rapport à ça, Maurice prétendait être victime de forces mystérieuses qui faisaient voler des objets dans les airs et qui essayaient d'incendier sa ferme. Mais le policier pensait que Maurice avait tenté de faire brûler sa maison pour une raison inconnue et qu'il essayait de s'en disculper en inventant des histoires surnaturelles. À la voix terrifiée de Nancy de l'autre côté du téléphone, le chef de la police avait compris qu'il allait assister à quelque chose d'extraordinaire et comme il s'attendait à un canular, il a décidé de prendre sa caméra et d'emmener l'un de ses hommes pour lui servir de témoin.
À leur arrivée, Maurice était assis sur une chaise dans la cuisine, l'air complètement hagard et complètement immobile. Du sang avait coulé sur son menton et il regardait les deux hommes comme s'il était surpris de les voir. Le chef lui demanda ce qu'il s'était passé, mais Maurice n'en savait rien. Sa femme leur montra la direction de la salle de bain et les deux hommes ont dû forcer la porte pour réussir à y entrer. Et quand ils ont réussi, ils ont découvert, complètement horrifiés, le carrelage recouvert de sang ainsi que le lavabo et le miroir. Ils ont donc demandé à Nancy ce qu'il s'était passé, mais elle répondit qu'elle ne voulait pas leur dire car ils allaient la prendre pour une folle. Après l'avoir rassurée, elle a accepté de tout raconter aux policiers et en fait, Maurice était dans la salle de bain depuis trop longtemps, donc elle avait décidé d'aller taper à la porte comme elle était inquiète. Elle avait entendu des bruits étranges et elle avait fini par entrer. Et quand elle est entrée, Maurice baignait dans une mare de sang, recroquevillé sur lui-même en position fétale, le visage tordu et complètement grimaçant. Il montrait ses dents comme un loup et ses yeux étaient retournés de telle sorte qu'on ne voyait plus que le blanc de ses yeux et il murmurait quelque chose dans un langage inconnu et du sang coulait du coin de sa bouche. Lorsqu'elle a terminé ses explications, les policiers ont tourné la tête vers Maurice et maintenant du sang coulait de ses yeux et quelque chose s'était dessiné en relief dans son dos. Il était rempli de longues griffures en forme de croix. Le chef a pris des photos et a essayé d'interroger Nancy, mais elle ne savait pas grand-chose et semblait totalement perdue, ce qu'on peut totalement comprendre, je pense. Néanmoins, elle leur expliquait que depuis quelque temps, des choses étranges arrivaient à son mari et que ça la terrifiait. Elle savait que le chef ne les avait pas crus lorsqu'il lui avait parlé des bruits, mais maintenant, il les entendait toutes les nuits et quelques jours auparavant, Maurice avait été brusquement projeté d'un côté à l'autre de la cuisine et elle ajouta que parfois, le visage de son mari changeait et qu'elle ne le reconnaissait plus. Par exemple, un jour, elle l'avait vu soulever un tracteur d'au moins 2 tonnes à main nue. Après avoir longuement interrogé Nancy, les policiers ont conclu qu'elle était sincère, elle croyait réellement en ce qu'elle disait. Maurice, lui, était toujours immobile sur sa chaise et n'avait même pas réagi lorsqu'on lui avait enlevé sa chemise et ses yeux saignaient toujours. Comme ils ne savaient pas quoi faire, ils ont appelé le père Boyer qui s'occupait de l'église catholique de Saint-Paul, là où se rendait parfois la famille. Informé des événements, le prêtre leur expliqua qu'il avait déjà visité la famille plusieurs fois, qu'il avait béni la maison et que du coup, il avait vite compris de quoi il s'agissait. Les problèmes de Maurice existaient bel et bien, c'était bien réel. Le prêtre raconta que son prédécesseur avait été appelé dans la maison d'un homme qui se disait possédé et qu'il avait attaqué pendant sa première visite. Il avait fini par être maîtrisé, mais le prêtre était mort peu après et c'est cette histoire qui l'avait poussé à demander à Ed et Lorraine Warren de venir enquêter sur le cas de Maurice. Avant de se rendre sur place, les Warren ont décidé d'envoyer un de leurs assistants passer une nuit à la ferme afin d'observer Maurice. Ed lui demanda si les saignements pouvaient avoir une cause médicale et il lui répondit que cette éventualité était impossible et qu'à son avis, Maurice était bel et bien possédé. Ed et Lorraine sont donc allés interroger la famille et devaient ensuite bientôt revenir pour déterminer si Maurice avait besoin d'être exorcisé. Le prêtre, quant à lui, a dit aux policiers qu'il ne pouvait rien faire de plus car cette histoire le dépassait et c'est alors que le père Boyer s'est dépêché de prévenir les Warren car les choses semblaient s'aggraver pour Maurice et après cet appel, Ed, Lorraine et leur beau-fils ont pris directement la route. Le prêtre avait déjà parlé du cas de Maurice à l'archidiocèse. Alors si comme moi vous ne savez pas ce que c'est, parce que je savais pas du tout ce que c'était avant de faire mes recherches pour cette vidéo, l'archidiocèse c'est une division administrative de l'église catholique romaine sous la juridiction d'un archevêque. Donc en gros c'est l'administration de l'église, j'ai envie de dire. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires, hein, évidemment. Et donc, il avait parlé de ce cas-là, en précisant qu'un exorcisme était peut-être nécessaire, et l'évêque avait répondu que Maurice devait voir un psychiatre avant de décider de la marche à suivre, ce que Maurice avait accepté. Le jour venu, Ed et le père Boyer l'ont accompagné à sa consultation. Ed discuta avec le psychiatre, mais il comprit que ce dernier ne considérait pas la possession démoniaque comme une raison possible au problème de Maurice et il en conclut qu'il était inutile de perdre plus de temps et se leva sous les yeux stupéfaits du prêtre qui ne s'attendait pas à une telle réaction. Maurice l'imita en sortant et Ed dit au psychiatre que le jour où il aurait des problèmes, il espérait qu'il se retrouverait seul, comme le pauvre homme qu'il refusait d'aider. Donc comme vous l'avez compris, pour Ed et Lorraine, Maurice était possédé et cette possession avait une cause,
un incident dans sa vie avait sûrement permis au démon de venir. Et en fouillant dans son passé, Ed a découvert 2 éléments bien précis. Le premier, son appel aux forces de l'invisible, et le deuxième, sa visite forcée dans la grange. Il se demanda donc si l'esprit avait été attiré par l'un de ces événements ou si le père de Maurice était déjà lui-même possédé. En plus, à un moment de sa vie, il avait été maudit par un vieil homme et ses mots avaient pu avoir un impact. Les Warren devaient repartir, mais ils pensaient qu'un drame pouvait arriver à tout moment, alors ils ont décidé de prévenir la police locale et le chef leur proposa d'aller passer la nuit avec la famille au cas où. Pendant l'après-midi, il s'est arrêté vérifier si tout allait bien et a promis de revenir en début de soirée. Mais lorsqu'il s'éloigna, Maurice sortit de la maison et tomba sur le sol. Il est resté inconscient jusqu'à ce que sa femme rentre de l'épicerie 30 minutes après. Quand elle lui demanda ce qui s'était passé, Maurice n'en savait rien. Il se souvenait juste avoir attendu le chef, avoir été à la porte pour l'accueillir et ensuite plus rien. Comme l'archidiocèse de Boston refusait de s'impliquer sans l'avis du psychiatre, Ed, qui craignait le pire, a été raconter l'affaire à l'évêque Robert McKenna, qui lui confirma qu'un exorcisme était la seule manière d'éviter une tragédie. Et le 2 mai 1986, le père McKenna, Ed et Lorraine et certains de leurs assistants ont pris la route pour la ferme. Le prêtre allait effectuer 3 exorcismes sur Maurice, 1 par semaine, et le dernier allait se montrer spectaculaire. Et c'est celui-là dont on va parler maintenant. Le lendemain du lundi de Pâques, le 20 mai, le père McKenna est retourné effectuer le 3e exorcisme en présence de 12 témoins. Quelques minutes après le début du rituel, les yeux de Maurice commencèrent à saigner, puis la tête du lit de la chambre parentale se mit à cogner brusquement contre le mur de façon régulière. Le son s'arrêta brutalement et des murmures ont commencé à se faire entendre dans la cuisine. Des voix surnaturelles chuchotaient des mots que personne ne comprenait. Volontairement, le père McKenna a ignoré tous ces phénomènes. Il en était au moment où l'exorcisme était un véritable combat et il ne devait pas se laisser distraire. Il prit le livre The Roman Ritual of Exorcism, donc le rituel romain de l'exorcisme, demanda son aide à Dieu et après plusieurs phénomènes effrayants, Maurice se mit à saigner du nez. Le père McKenna, qui s'était pourtant préparé à tout, se mit alors à trembler. Maurice restait impassible mais son visage se transformait. Des cloques ont fait leur apparition sur sa joue gauche comme s'il avait été brûlé, puis une plaie profonde s'est ouverte sur son front et ses pupilles sont devenues étroites et minces comme celles d'un serpent. Il s'est brusquement levé et il a fallu la force de tous les assistants pour le rasseoir. Ed leur expliqua qu'il fallait le surveiller car il pouvait attaquer le prêtre à tout moment quand soudain une lampe qui était posée sur la table de l'autre côté de la pièce est tombée et s'est brisée sur le sol. Le père McKenna évidemment avait peur mais il ne pouvait pas le montrer. Pendant l'exorcisme, il demanda au démon de dire son nom et il répondit « Je suis ce que je suis ». D'une voix profonde, gutturale et sinistre, le prêtre posa la question plusieurs fois mais il eut la même réponse à chaque fois. Le démon finit par dire qu'il était seul et qu'il se nommait Dicis Supercilius. Le prêtre a essayé de lui poser d'autres questions mais Maurice semblait être rentré en transe et ne répondait plus. Donc le prêtre recommença à lire le livre d'exorcisme, prit un crucifix et l'approcha du front de Maurice en traçant un signe de croix et lui jeta de l'eau bénite et brusquement le visage grimaçant de Maurice a repris sa forme, ses plaies ont disparu et il est sorti de sa transe. Alors pourquoi cet exorcisme est l'un des plus connus? C'est tout simplement parce que ça a été le premier à être enregistré sur bande vidéo. Maurice avait souvent été accusé de provoquer lui-même les saignements et les autres manifestations, mais ce qui avait été filmé contredisait complètement cette supposition. Peu de temps après, Maurice a été accusé d'avoir agressé sexuellement sa belle-fille pendant plusieurs années et il a été arrêté. La jeune fille et son père ont voulu porter plainte, mais le procureur les a découragés car il avait peur de devoir traiter un plaidoyer d'aliénation mentale impliquant la possession. Quand il a appris ça, Ed Warren affirma que le coupable des agressions n'était pas Maurice, mais un esprit diabolique qui avait pris son apparence. De son côté, Maurice n'avait aucun souvenir d'avoir commis de tels actes et l'idée que ça soit vrai le torturait. Ed a d'ailleurs déclaré, je cite, « Si vous le connaissiez, vous sauriez qu'il n'aurait jamais pu faire une chose pareille. » Après l'arrestation de Maurice, la ferme a dû être vendue pour payer son avocat et à sa libération, la famille ont loué une autre ferme dans une petite ville du Massachusetts et ont connu une vie paisible les années suivantes.
Pour tous ses proches, Maurice était redevenu celui qu'ils avaient toujours connu. Même son aspect physique avait changé, sa peau était lisse, il ne saignait plus, il semblait calme et détendu. Mais en 1991, Ed Warren a reçu un appel de Nancy lui déclarant que Maurice était redevenu étrange, que du sang coulait à nouveau de ses yeux et qu'il se montrait menaçant. Quelques jours plus tard, en rentrant, Nancy a été surprise par Maurice lui sautant dessus armé d'un fusil de chasse. Elle réussit à saisir le canon et ils se sont battus un moment en essayant chacun de s'arracher l'arme, puis d'un seul coup, Maurice la frappa avec la crosse et terrorisée, elle s'est enfuie de la maison. Pendant qu'elle courait, elle fut touchée au bras par une balle et une seconde balle fit exploser la fenêtre du salon. Maurice se précipita vers sa femme, la rattrapa rapidement et la força à rentrer et à s'asseoir sur une chaise. Et on apprendra plus tard par Nancy elle-même qui déclare, je cite, « Il m'a dit tu te souviendras de ça. Il s'est assis sur le sofa devant moi à environ 2 mètres. Il essayait de mettre l'arme dans sa bouche. Il la bougeait comme s'il se battait contre quelqu'un. Finalement, il l'a mise dans sa bouche et a tiré. Sa tête a bougé d'avant en arrière, son corps a reculé et la seule chose que j'ai pensé à ce moment-là a été Amen. » Du coup voilà, j'en ai fini pour cette histoire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je crois que c'est la première histoire que je traite en vidéo pour l'instant, ouais, qui se termine mal. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire. Est-ce que vous la connaissiez déjà? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez pas? Est-ce que vous connaissiez cette histoire? Moi j'avoue que ça m'a un peu glacé le sang, surtout quand on voit l'enfance qu'il a eu. Après, est-ce que c'est à cause de ça ou pas qu'il a été possédé, qu'il a eu autant de problèmes? Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si c'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines histoires parce qu'il y en a encore plein qui arrivent. Laissez un petit pouce bleu sur cette vidéo, un petit commentaire, ça me ferait trop plaisir et ça m'aiderait beaucoup dans mon travail. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.